Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 28 avril 2025. Alors aujourd'hui, comme chaque lundi, on fera un petit point sur les annonces macroéconomiques de la semaine à venir, qui vont certainement encore beaucoup influencer les marchés. On fera aussi un point sur les résultats à venir, parce que c'est la saison des résultats, notamment sur le premier trimestre 2025. Donc beaucoup d'entreprises, dont certaines grosses américaines notamment, mais aussi pas mal de valeurs du CAC aussi annoncent leurs résultats. Et on verra quelques grosses variations et des actions toujours intéressantes probablement à surveiller ou à acheter. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Avant de commencer avec les indices étrangers, on va parler des chiffres qui arrivent cette semaine. Alors aujourd'hui, on a eu notamment les demandeurs d'emploi en France. Et on le voit, alors c'est revenu un peu en dessous que précédemment. On est revenu à 3 189 000. On était à un peu plus de 3 200 000 dernièrement. C'est toujours un peu haut, on le voit depuis 3 mois, on a eu une hausse des demandeurs d'emploi. On était sous les 3 millions et puis là, depuis 3 mois, on dépasse les 3 millions 100. Donc, petit point négatif sur le chômage en France à surveiller, à rester surtout sous les 3,3 pour le moment. Mais c'est une petite dynamique qu'il faut surveiller quand même pour le marché français. Demain, on aura confiance consommateur aux États-Unis. Ça, c'est aussi un indice assez important parce que on le sait, c'est quelque chose qui va conditionner un peu les achats des entreprises notamment. Plus il y a de confiance, plus on va acheter et faire des investissements et mettre de l'argent dans l'économie. Et au contraire, moins on a de confiance, on va pas faire les investissements nécessaires et on va commencer à perdre un peu en termes de croissance. Donc ça, c'est un chiffre important. Demain, 16h. Il y a aussi le rapport Jolts sur les offres d'emploi aux États-Unis à la même heure. Mercredi, on aura les PMI manufacturiers et non manufacturiers sur la Chine. Le PIB en France à 7h30. Vente au détail en Allemagne. IPC en France, c'est moins important maintenant parce que l'inflation a énormément baissé. Le chômage en Allemagne à 9h55. Le PIB également en Allemagne. Et en Europe, à 10h et 11h, IPC en Allemagne. Alors là, c'est un peu plus important parce qu'on est à 2,2 toujours en termes d'inflation en Allemagne, alors qu'en France, on est qu'à 0,8 par rapport à l'année dernière. Et surtout aux États-Unis, 14h15, création d'emplois non agricoles ADP. Et 14h30, PIB. PIB du premier trimestre. Là, ça risque d'être une donnée qui, selon son niveau, éventuellement le delta qui est par rapport à ce qui est annoncé, pourrait vraiment faire changer les marchés. C'est mercredi à 14h30. On est à 2,4% sur le PIB dernièrement. Donc on attend pour le premier trimestre un chiffre assez moyen à 0,4%. Est-ce qu'on va réussir au moins à tenir un chiffre positif? C'est un peu la question. Et on le saura mercredi. Donc si on a des mauvais chiffres, ça peut faire plonger les marchés. Par contre, oui, si on a des bons chiffres, alors on s'y attend pas forcément. Ça pourrait soulager un peu. 16h, PCE Core, c'est l'indice de prix à la consommation des ménages, notamment pour voir l'inflation qui est subie par les ménages à 16h. Et stock de pétrole brut jeudi. On voit qu'on a pas mal de chiffres cette semaine. Jeudi, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Alors jeudi, c'est fermé en Europe normalement. La plupart des bourses ne seront pas ouvertes. C'est le 1er mai. Aux États-Unis, ça continue de côté. Donc inscription hebdomadaire au chômage à 14h30. On aura également d'autres chiffres. PMI manufacturier, notamment dans l'après-midi. Et enfin vendredi, le 2 mai, ça rouvre. Des chiffres PMI manufacturiers, notamment sur l'Inde, la France, l'Allemagne, l'Europe, le chômage en Europe, et enfin aux États-Unis à 14h30, salaire moyen horaire. Là aussi, c'est important, notamment pour la baisse des taux de la Fed, de voir si l'inflation continue, et notamment sur les salaires. On est toujours autour de 0,3 en mensuel, plus 0,3% de salaire par rapport au mois précédent. Donc on voit qu'on a continuation toujours des salaires, ce qui soutient l'inflation aux États-Unis. Création d'emplois non agricoles à 14h30 et le chômage à la même heure. On est à 4,2% au chômage aux États-Unis. On regarde maintenant les résultats d'entreprise qui vont arriver cette semaine et on a déjà eu... on va le regarder, tiens. On a déjà eu Exosens ce matin.
des résultats plutôt bons, hein. Alors comme souvent un peu vendu, on était parti plus tôt, on a un peu tout vendu durant la séance, mais c'est des résultats meilleurs qu'attendus, meilleurs que dernièrement, portés notamment par les solutions de vision nocturne, hein, et les contrats faits par l'armée entre autres. Donc avec la hausse des dépenses militaires, on a certainement avec Exosense une bonne un bon relais de croissance pour les mois et les années à venir, je pense. Donc, on a vu le gap, hein, dernièrement, comme sur beaucoup de valeurs défense. Et les résultats ont été pour moi plutôt bons. Donc, le jour où ça redeviendra un peu momentum, parce que là, on l'a vu, c'est pas le cas, parce que depuis mars, avril, depuis 2 mois, on fait rien. Mais on fait rien après un gros gap aussi. Donc, plutôt toujours positif, hein, sur ces valeurs défense. On le voit que ça tient bien. On a également Imerys, Vivendi et surtout Schneider Electric, hein, ce soir normalement, qui annonce ses résultats trimestriels. Demain on aura Bouygues, Capgemini, L'Oréal et Unibail. D'autres valeurs aussi un peu moins grosses, hein, Memscap, M6, Rexel, Valeo, Viridien, Voltalia, Adidas, aux États-Unis, Spotify, Visa, PayPal, Coca, General Motors, AstraZeneca et ASM International. Mercredi on aura Airbus, Crédit Agricole, Société Générale, Stellantis. On va voir s'il commence à s'en sortir ou pas, hein. Stellantis, un peu compliqué en ce moment. Téléperformance qui revient un petit peu. Total Energy. Également Air France. Air France à surveiller. On va les regarder maintenant, Air France. Moi, j'aime bien la config. Parce qu'on a eu déjà des résultats plutôt achetés, hein, au mois de mars. Et ça a été tout vendu après. Et on est revenu sur la zone support, hein, autour des 7,40. Qu'on enfonce de très peu à chaque fois, hein. On les tient plus ou moins les 7,40 et on le voit cette période ici d'accumulation sur support. Donc des résultats qui permettront peut-être mercredi donc ou jeudi à Air France de repartir. On le voit au niveau des indicateurs, c'est intéressant aussi, hein. On est en territoire négatif, inversion de tendance, donc potentiellement un achat court terme qui est plutôt favorable. Là aussi, on peut attendre les résultats pour plus de sécurité et voir si effectivement le marché achète, mais on sent quand même le retournement arriver, hein, quand on regarde le graphe comme ça en long terme. On a eu déjà les premières tentatives, les échecs sur moyenne à 200, les dépassements de moyenne à 200, maintenant l'aplatissement, les rachats sur support, donc on a un peu tout qui se met en place. Il nous manque plus que des bons résultats et peut-être qu'Air France va enfin nous faire un retournement long terme. Donc réponse mercredi, jeudi. Et surtout, hein, alors on a également Nexans, Rémi Cointreau et TF1, Adyen, Volkswagen et surtout aux États-Unis, ArcelorMittal, pardon, et aux États-Unis donc Microsoft et Meta Platforms. On a les grosses, hein, après Alphabet la semaine dernière, on a les grosses américaines qui vont donner leurs résultats et là ça va être très important pour le Nasdaq. Jeudi, Apple, Amazon, on continue avec les grosses caps américaines. On a également Eli Lilly, spécialiste, hein, en oncologie et puis surtout dernièrement avec les traitements anti-obésité. Mastercard, McDonald's, MicroStrategy, Airbnb et Moderna. Et enfin vendredi, on aura Exxon, Chevron, Shell, donc pour toute un peu les entreprises pétrolières. On aura eu Total, hein, 2 jours avant. On aura les américaines et également BASF en Allemagne. On va regarder donc les indices et notamment alors la Chine qui revient toujours, hein. On est revenu au niveau d'avant super guerre commerciale, on peut dire, avec les droits de douane qui étaient complètement délirants. On commence un peu à faire des accords à droite à gauche. Ça devrait être confirmé. On manque toujours un peu de visibilité, c'est pour ça que ça a du mal à performer. Mais il y a pas mal de valeurs chinoises qui sont toujours bonnes, donc c'est plutôt toujours pour moi des valeurs à privilégier si on veut investir maintenant. On est plutôt sur des points bas. La Chine a donné des chiffres macro quand même plutôt intéressants. Elle essaye aussi de dévaluer sa monnaie pour relancer un peu son marché domestique et sa croissance interne. Donc il y a beaucoup de valeurs qui, je pense, devraient bien performer en Chine. On va surveiller, hein, les indices, notamment les chiffres macro et les valeurs chinoises, mais c'est pour moi aujourd'hui, avec l'Europe et peut-être les valeurs défense Europe, un des marchés les plus intéressants. Parce qu'aujourd'hui, sur les USA, c'est un peu... déjà, on était sur des plus hauts, donc on a une consolidation qui est normale, et puis avec l'incertitude, c'est un peu compliqué.
L'Inde, toujours, évidemment, hein, un des meilleurs marchés en termes de croissance. On l'avait dit ici hein, depuis le début mars, probablement jouer le rebond du marché indien, et puis c'est ce qui s'est passé. Cassure d'oblique, congestion, cassure de congestion, confirmation sur moyenne à 200. Donc on a probablement le retournement qui va se faire hein, sur le marché indien. Si vous n'êtes pas déjà dessus, alors vous avez perdu déjà un peu de temps et puis une dizaine de pourcents, mais on aura certainement la continuation hein, de la tendance plutôt favorable sur le Nifty. Hein, c'est l'équivalent du CAC 40 en Inde. Donc là aussi, jouer des ETF sur le marché indien pour répliquer les progressions du S&P India Nifty, hein, qui est un des indices principaux en Inde, et qui devrait être favorable aussi ces prochaines semaines. Le Dow, qui était moyen tout à l'heure, on était parti un peu haut et puis on rend un petit peu là dernièrement, on est plus ou moins stable. On l'a dit, beaucoup de volatilité et un manque de visibilité. Alors pour l'instant, on fait le yo-yo. Et dans le yo-yo, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les plus hauts et les plus bas pour voir quand est-ce que le yo-yo va finir. Et d'où on va s'en sortir. Parce que là, il y a rien, absolument rien à voir pour une dynamique sur le dos. Avec toujours hein, en point d'orgue, Trump qui continue de faire n'importe quoi. Donc le rebond technique, on l'a vu ici autour des 41 000. Le support autour des 37 000. Entre 37 000 et 41 000, il n'y a rien. On attend que ça sorte d'un côté ou de l'autre pour du positif ou du négatif. Le Nasdaq, les grosses valeurs qui vont donner leurs résultats hein, mercredi, jeudi, devraient nous mettre le Nasdaq potentiellement hein, dans un sens ou dans l'autre, ou alors toujours en construction neutre, hein, si on a des résultats qui sont finalement assez proches de ce qu'on attendait à surveiller. Mais on voit que sur le Nasdaq, on a quand même dépassé le rebond technique hein, post-7 avril, où sur le 7 avril, on a atteint le point bas sur beaucoup de valeurs, on a eu le rebond, ensuite on a eu un peu de mal, et finalement, on dépasse les 19 294, alors pas de beaucoup. Aujourd'hui, là, on rend un petit peu, on est quasiment dessus, mais potentiellement, cassure d'oblique court terme. On n'est pas loin aussi de revenir sur la moyenne à 200, donc ça pourrait être intéressant si on a des bons résultats sur les grosses caps américaines, de voir enfin un redémarrage du Nasdaq. C'est trop tôt pour l'anticiper, il faudra attendre la fin de semaine. Et enfin le CAC 40, avec des résultats hein, de valeur la semaine dernière et puis qui vont arriver encore cette semaine, plutôt pas mal. Le rebond aussi, hein, post-7 avril, alors ici le 7 avril, et on rebondit plutôt bien, parce qu'on est sur notre moyenne à 200, et l'ancienne petite zone de gap. Alors il y a eu des gaps un peu partout, hein, notamment ici le 2 avril, également le lendemain, le 3, donc on a comblé celui du 3 avril, mais on voit qu'on donne des signaux intéressants là aussi, fortement pondéré par le luxe, donc on reverra les valeurs du luxe un peu plus tard, mais certains ratios du luxe sont toujours un peu élevés, donc trop tôt aussi pour anticiper une reprise en V et une croissance, hein, à moins qu'Hermès et LVMH nous balancent des chiffres délirants. Mais pour le moment, on va plutôt aller, je pense, vers la fin du beau rebond. Un peu encore de construction, et voilà, et ça sera porté aussi par les annonces de Trump, hein, si on a des accords peut-être sur le secteur auto, sur les vins et spiritueux, ça pourrait aider espacer du luxe pour continuer la progression vers le haut. On va regarder les matières premières. Alors RAS sur le Brent, hein, on voit que le rebond du Brent est relativement moyen. Le 7 avril ici, on est descendu même un peu plus bas hein, que le 7 avril, 2 jours après. On a rebondi un peu, mais le rebond est assez mou, donc on est toujours dans une demande du Brent relativement faible, avec une croissance américaine perturbée. On aura les chiffres sur le PIB américain, là aussi ça devrait impacter, je pense, le cours du Brent assez fortement. Et la Chine, elle revient, mais elle revient à pas d'escargot, donc ça suffit pas pour tirer la demande. Pour le moment, RAS sur le Brent et sur un peu la demande mondiale, le cuivre, c'est un peu la même chose. On a fait le rebond et puis il se passe pas grand chose. Donc toujours plutôt quand même un peu positif, parce qu'on a vu une force du rebond intéressante sur le cuivre et puis des prix qui risquent d'être mis sous pression avec la relance de pas mal de pays. On voit l'Inde hein, qui commence déjà à remonter.
La Chine aussi, donc même avec les États-Unis qui ont du mal, ça devrait aider quand même certains matériaux. C'est pareil pour l'argent. Il devrait avoir un peu le même destin, je pense, que le cuivre. On a fait le rebond. Ça manque un peu de catalyseur, de bonnes nouvelles. Mais les mauvaises, je pense, sont déjà dans le cours. Et puis là aussi, impression sur les cours. On est plutôt haussier sur l'argent et enfin l'or. Là aussi intéressant l'or parce que on a tapé l'objectif des 3500 $ l'once mardi dernier. Derrière, on fait une mèche haute. Après un chandelier rouge, on commence à baisser et finalement, on baisse quasiment pas. 1, 2, 3, 4, 5 séances où il se passe rien. On fait même des mèches basses. On va commencer à consolider au niveau de la MACD et on est parti plutôt pour une conso à plat. Donc on voit qu'on capitule pas encore sur l'or, qu'il y a toujours pas mal d'incertitudes et que la grosse conso pour l'or, elle est peut-être pas encore pour tout de suite parce que quand on a des grosses baisses, on s'attend à 2-3 jours où on perd pas mal de pourcents et là finalement, la journée de mardi, on a perdu juste ce qu'on avait gagné la veille et puis après RAS. On reste sur les mêmes niveaux, autour des 3220. Donc, plutôt un signe de force sur l'or. Toujours haussier. Et voilà. Alors, on peut regarder quelques valeurs. Alors, une valeur américaine, toujours, hein, ABV, favorable, on l'avait dit dernièrement. Ils ont donné leurs résultats, je crois, la semaine dernière, hein, ABV. Ça revient. On revient au-dessus de la moyenne à 200, c'est pareil, on en avait parlé de cette congestion et cette sortie hein, qui devrait précéder certainement la vraie sortie plus tard ici. Au-delà des 195-200, favorable sur ABV toujours, hein, c'est une grosse valeur pharma aux États-Unis qui devrait continuer à performer. Et on l'a pas trop cher ici sous les 200 $, je pense. On vient de casser aussi l'Oblique RSI, inversion de tendance depuis 2 jours sur la MACD. Donc, sur ABV, hop, petite progression comme ça, et puis confirmation hein, sur les 195-200 que ABV ira bien plus haut prochainement. Donc là, une valeur aussi américaine à acheter, toujours positif aussi sur Ferrari, hein, avec le rebond qui s'est fait hein, sur des niveaux autour des 340, notamment sur des mèches, parce que sinon sur les clôtures ont été plutôt sur le support à 360. On est aux prises avec la résistance, c'est les 404, c'est la zone qui nous a tenu un peu depuis, pas un an, mais 8 mois, 6-8 mois, depuis le mois d'août. Et si on repart ici à la résistance, voilà, ça fait plus d'un an, parce que c'était 26 mars, hein, 404, échec, et là on casse sur un gap, et on revient, support, et les résultats arrivent, boum, on casse. Vente de la famille Agnelli, on revient dessus, on panique un peu avec le contexte, et on rebondit, mais la tendance est toujours plutôt haussière, donc là on revient sur une zone qui va être à la fois la résistance à 404, et la moyenne à 200. Et finalement, on y revient plutôt assez rapidement pour continuer la tendance, je pense. Donc moi, je suis déjà sur Ferrari. Hein, je suis ici sur les 383 et plutôt favorable aussi. Donc à surveiller hein, la capacité à repasser au-dessus des 404 pour augmenter un peu la rapidité de la croissance du cours sur Ferrari. Sinon, on peut faire aussi un échec hein, et puis repartir. Mais je pense qu'on perdra pas beaucoup si c'est le cas. Et on le voit, on est qu'à 53 niveau RSI, donc on est loin hein, encore du potentiel haussier sur la valeur. Une valeur américaine aussi, Fortinet, notamment dans la cybersécurité. C'est une valeur que j'aime beaucoup, qui est un peu moins exposée que d'autres, notamment aux contrats gouvernementaux. Alors elle en a aussi, mais par rapport à d'autres, elle en a moins. C'est pour ça que j'aime bien, parce qu'on sait que Trump aujourd'hui, il coupe dans les budgets, et donc, alors même si la cybersécurité est un peu privilégiée, il y aura forcément des coupes budgétaires aussi. Fortinet, elle est plus un peu plus dans le privé quand même que dans le public. Ce qui m'intéresse aussi, Fortinet, c'était ses ratios qui étaient plutôt bas aussi par rapport à d'autres. Et enfin, techniquement, hein, on a la confirmation avec la consolidation, le rebond sur moyenne à 200, et puis boum, ici, le 9 avril, gros chandelier.
On casse l'oblique court terme et derrière, hein, on est déjà en train de revenir. Là, on est au-dessus de toutes les moyennes. Donc au-dessus surtout des 100.59 qui était la zone un peu tampon, et on est en train d'accumuler probablement au-dessus. Donc là aussi sur Fortinet, belle valeur cybersécurité américaine à acheter. Au niveau des françaises, on a toujours L'Oréal qui se comporte plutôt bien, hein. On le voit, elle est aux prises avec sa résistance aussi, là, des 382 environ. On a parlé depuis un moment, L'Oréal, hein, le plus bas sur les 316, et puis la confirmation qu'on aura ces périodes de hausse avec la consolidation, période de hausse, consolidation, période de hausse, consolidation, période de hausse, et on voit que les plus hauts sont de plus en plus hauts, et les plus bas sont de plus en plus hauts aussi, donc on a un canal haussier qui est en train de se créer sur L'Oréal, qui est intéressant, je pense, d'acheter pour le moyen terme, hein. On a un retournement plutôt favorable. Et on va regarder. Ah, j'ai pas fait les grosses variations du CAC. C'est ça que je voulais faire. Airbus. Favorable, hein, Airbus, on l'avait dit déjà depuis une semaine ou deux, même si on avait cassé un peu la moyenne à 200. C'était surtout cette cassure-là qu'il fallait vendre, hein, autour des 160, 165. Derrière, on revient sur les supports, notamment les 130. On est allé un peu en dessous avec la panique, mais le vrai support, il est là, hein, autour des 130, 135. Et là, on revient aussi autour de la moyenne à 200. Donc sur Airbus, on est plutôt largement favorable. On le voit aussi, inversion de tendance depuis 2 jours. Pour le court terme, on a une porte d'entrée ici plutôt favorable, hein, pour jouer aussi le moyen terme sur Airbus, donc plutôt favorable sur cette valeur-là, qui annonce ses résultats mercredi. Téléperformance aussi, qui annonce ses résultats, on en reparlera. Et Dassault Systèmes, oui, les résultats étaient pas terribles sur Dassault, hein, gap baissier, toujours à attendre. Là, c'est une valeur un peu, et même parmi les valeurs un peu cybersécurité, plutôt défense, elle avait du mal, logiciel aussi, hein, donc c'était une des valeurs qu'on avait mis un peu à part par rapport aux valeurs défense européennes, donc pas très favorable. Et elle confirme, hein, c'est une de celles qui déçoit le plus, donc plutôt éviter quand même ces valeurs-là, qui dans un secteur qui progresse bien, celle-là elle a du mal, donc plutôt éviter, hein, toujours Dassault Systèmes sous les 35, même si là on est sur un support. Éventuellement pour les plus courageux, on achète le support, hein, on est sur les 31,8. C'est un support qui peut fonctionner. Pour l'instant il tient, mais la tendance reste quand même assez faible sur Dassault, donc plutôt éviter. Et puis Edenred, c'est toujours les suites, hein, des problèmes de législation, notamment au Brésil. En attendant la confirmation de la législation en France, je vais y arriver, sur les tickets restaurants et le plafonnement, hein, on parle de 3,5%, de 4%, de 5%, on ne sait pas. Plus c'est bas, plus ça sera mauvais. Plus c'est haut, plus ça permettra à Edenred d'avoir des marges importantes. Mais le Brésil, lui, il a une refonte complète, et puis même des cartes de paiement qui vont remplacer les tickets restaurants. Donc là, ça change tout pour le Brésil, qui représente environ 10% du marché du chiffre d'affaires d'Edenred. Donc ça explique la baisse. Et on attendra évidemment, hein, plus de nouvelles pour se réintéresser à la valeur et au secteur avec Pluxee également. Les valeurs abonnées. Alors je suis un peu surpris par cette valeur-là. Je vais quand même en parler, mais on a des variations énormes sur l'Amundi Global Hydrogène. Alors je ne sais pas s'il y a eu un regroupement d'actions, un fractionnement d'actions ou quelque chose, parce que sur le site d'ETF, j'ai les variations, mais avec des pourcentages beaucoup moins importants. Donc là on le voit, hein, c'est un peu délirant, parce qu'on a fait plus de 200%. Et je pense qu'il y a un écart, parce que il n'y a pas de cotation ici, il n'y a pas d'échange. Mais sinon, pour parler de l'hydrogène un peu au global, c'est surtout les gros aujourd'hui qui s'en sortent. Plutôt jouer les gros qui ont une partie hydrogène, hein. On pense à Air Liquide par exemple dans les gaz industriels, qui n'est pas focus que sur l'hydrogène, mais sur une partie. Donc éviter peut-être de jouer les plus faibles. Après, on a quelques valeurs intéressantes. On a Liv qui est intéressant, qui a reçu un financement dernièrement. On a également Ballard, là aussi. Alors, un peu plus risqué peut-être Ballard, hein,
mais on le voit, elle est sur des zones support qui sont en train d'être rachetées depuis un moment et on a du mal à baisser finalement dernièrement. Donc on voit des tentatives de reprise, alors on a un peu de mal, mais il y a pas mal de volume pour, dans un premier temps, stopper la chute. On le voit, les volumes ici sur Ballard, depuis la fin d'année 2024, début 2025, sont intéressants. Donc l'hydrogène, est-ce qu'il va enfin repartir? On sait que c'est une technologie qui n'est pas encore super maîtrisée par tout le monde. Il y a eu énormément d'investissements depuis, je crois que c'est 2022, de la part des États. Ça va mettre du temps. C'est pour ça que les plus gros, les plus forts, ont un avantage un peu sur ce niveau-là, parce qu'ils ont une trésorerie plus importante et puis une expertise aussi plus importante. Donc les petits, comme ça, ont toujours un peu plus de mal. Et Ballard, ça fait partie un peu des paris. Equinix, alors c'est dans Internet aux États-Unis et les centres de données. Alors le graphe, il était pas mal jusqu'à la fin d'année 2024 et puis après, on commence gentiment à consolider. Et puis là, 6 mars, gros chandelier rouge, pas terrible. 7 mars, on est sur la moyenne à 200. Et le 10 mars, on la casse. Tentative de repasser au-dessus, boum, échec le 18 mars. Donc on sait que quand on fait une cassure de moyenne 200 et un échec derrière, c'est mauvais. Et effectivement, elle est retombée assez bas, mais elle n'a pas comblé le gap qui est ici, sur les 688. On l'a frôlé quand même. Notamment sur le... Alors c'est pas le 7 avril, c'est 2 jours après, sur le 9. On fait un début de rebond. Pour moi, c'est pas terrible parce que avant la panique un peu qu'on a eue avec Trump et les taxes douanières, etc., la guerre commerciale, c'était déjà en consolidation et baissier. Donc la panique, ça a fait un peu qu'amplifier tout ça. Après, c'est intéressant pour le très court terme, si on veut jouer les excès, comme ça a été le cas là, pour passer de 770 à 830 par exemple. Mais la tendance est toujours plutôt négative, donc tout ce travail qui sera fait ici, on va dire sous les 900. Alors oui, le gap, il est énorme, les écarts, la temporalité, elle est assez importante, mais pour moi, il n'y a pas de tendance, il n'y a rien ici. C'est pour ça qu'il faut attendre encore plus de chandeliers. Et éventuellement, si on veut acheter, on achète plutôt un peu bas et les supports. Et là, ça me semble un peu tard. On avait éventuellement ici vers les 700, 780. Quelque chose à jouer en court terme, mais qui était un peu risqué à tenter. Mettez des stops, ça pouvait se faire, mais maintenant, c'est pareil, on peut continuer la tendance. Plutôt quand même attendre d'avoir plus de chandeliers, d'avoir des réactions, de voir vraiment les niveaux clés et la capacité du titre à nous donner plus d'infos. Évolution AB, il y a pas mal d'abonnés qui s'intéressent à cette valeur, notamment pour les fondamentaux. Alors oui, les fondamentaux sont plutôt bons. C'est une entreprise qui fait de l'argent, mais on sait elle a des problèmes, notamment en Géorgie, sur les employés. Et techniquement, c'est aussi ça qui est intéressant. On voit que malgré des fondamentaux intéressants, on a toujours des périodes qui peuvent être assez négatives. Donc c'est pas parce qu'on a des très bons fondamentaux qu'il faut rentrer forcément. Il faut aussi le corréler un peu avec le technique, et on voit que techniquement, on est largement baissier. Dernièrement, elle a fait un gap ici, notamment le 23 décembre, qu'on n'a jamais comblé. Alors là, on a essayé de se rattraper au support quand même, le support des 778. On l'avait cassé, on repasse au-dessus. Mais on est toujours baissier, on est toujours sous le gap, on est toujours en phase descendante, donc plutôt à éviter toujours, tant qu'on n'a pas des signaux beaucoup plus forts, qu'on détaillera s'ils arrivent. GTT, moi j'aime bien, c'est une belle valeur, toujours leader sur les cuves de méthanier et la technologie qu'elle a par rapport aux autres. Donc on parle souvent de l'avantage concurrentiel, GTT en est un exemple, donc c'est plutôt des valeurs favorables à acheter. Et on a eu déjà la conso, grosse conso avec un peu un effet excessif dû à la conjecture avec la guerre commerciale. Sinon, on serait certainement, on aurait atteint la consolidation autour des 135 avec la guerre commerciale. On a paniqué, on a vendu, on est allé ici sur les 115, c'était n'importe quoi.
Mais bon, finalement, guerre commerciale qui se calme un peu, on a quelques accords, donc on revient. Et on a cette consolidation qui a été cassée jeudi 24 avril, et là on est en train de confirmer au-dessus, on est au-dessus de la moyenne à 200, on a déjà fait la grosse conso, on est toujours plutôt haussier moyen-long terme, donc oui, GTT c'est une valeur à acheter, et puis aujourd'hui on l'a assez proche d'un support, le support évidemment, des 134, en gros, support majeur, hein, c'est un support intermédiaire, mais on le voit qu'il est plutôt intéressant et corrélé à la moyenne à 200. Donc oui, haussier et à acheter aussi une valeur française en plus GTT sur Euronext Paris et QT Group. Là aussi, pas terrible. Alors même si les fondamentaux sont bons, on était bien jusqu'au mois de novembre. Parce que derrière, alors là on fait le gap haussier, 77 84, on met le plus haut court terme à 97, puis derrière, consolide gentiment, et ce gap là il fait mal. Alors on l'a comblé après, pour nous faire enfin une phase intéressante, notamment sur la congestion, moyen terme, qu'on va suivre, et duquel on devra sortir pour se réinvestir un peu avec un risque minimum, mais pour l'instant on n'a qu'un point, 2 points. Et derrière, retour sur moyen 200, on casse. Et puis là, dernièrement, encore il y a 3 jours, gap baissier. Donc très négatif aussi sur QT Group. Malgré ces bons chiffres, c'est plutôt une valeur baissière pour le moment. Qu'il faut éviter, je pense. Même si on l'a sur des quasiment 2 fois moins cher qu'il y a 8 mois. Il faut plutôt éviter ce genre de valeur-là qui peut continuer à baisser rapidement. Alors quand est-ce que on pourrait éventuellement l'acheter? Peut-être ici, si on a une réaction sur les 50, ou si on va pas sur les 50, si on revient un peu plus haut, et qu'on a ce phénomène de 1 point d'impact, 2 points d'impact, 3 points, cassure, et retournement long terme. Donc on voit que ça nous met certainement en fin d'année 2025. C'est un peu tôt. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, et puis on continuera, comme chaque semaine, à détailler les valeurs du CAC 40, les grosses valeurs, les grosses variations, et puis les valeurs intéressantes, les valeurs également sur lesquelles je suis, qui peuvent être achetées probablement pour du court ou du moyen terme. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus.